Je crois qu'on va commencer. Le thème de cette formation, c'est l'éveil de l'enfant, le comprendre pour mieux l'accompagner. On va commencer la mini-formation. Je vais vous présenter le sommaire qui va comprendre une présentation, ma présentation, qui je suis. On va parler de l'éveil, on va parler de l'observation et on va parler de la planification. Je vais commencer par la présentation. Je vais me présenter. Je suis assistante maternelle depuis 22 ans maintenant. Je suis arrivée dans ce domaine par accident et en même temps provisoirement, parce que je venais d'avoir un petit garçon, puis je voulais participer à son éducation jusqu'à son entrée à l'école maternelle. Et puis, petit à petit, j'ai découvert le monde de la petite enfance et j'ai commencé ce métier avec mon seul bagage, mon expérience de maman, euh, un- aussi quelques cours, là, une quarantaine d'heures de cours sur le développement de l'enfant. Et j'ai trouvé que vraiment, c'est pas assez pour me lancer professionnellement dans ce métier. J'ai dû retourner à l'université. J'ai passé ma licence en éducation en petite enfance, puis après, j'ai enchaîné avec une maîtrise en recherche, profil pédagogie, toujours en petite enfance. Ça a été vraiment très, très dur quand j'ai commencé, mais après, malgré mon expertise et plusieurs propositions d'emploi, j'ai tenu à rester assistante maternelle. J'adorais le côté indépendant de ce métier. Assistante maternelle, j'ai monté un centre de formation où je donne des formations pour les assistantes maternelles. Toutes mes formations sont montées en fonction de notre réalité sur le terrain. On suit des cours avec des formatrices. Je ne mets pas en doute leur expertise et leurs compétences, mais ils n'ont aucune idée sur notre vécu au quotidien. Après cela, j'ai cumulé des activités vraiment pédagogiques que j'ai regroupées dans un site Internet et qui vient en aide à toutes les assistantes maternelles. Donc là, assez parlé de moi, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. On va commencer l'éveil de l'enfant. C'est quoi pour vous? Moi, quand je commence mes formations, je vais toujours chercher les connaissances antérieures des participants ou participantes pour savoir votre définition de l'éveil de l'enfant. Oui, Marina, le développement de l'enfant, mais ça consiste en quoi? C'est vague, le développement de l'enfant. Les activités, quelles activités? Le langage, la motricité, oui. Quoi d'autre? Les activités sensorielles, d'accord. Il en manque les filles. Allez creuser dans votre mémoire. Il en manque. Le sommeil, on a parlé du langage, de la motricité, de la curiosité, l'alimentation, l'autonomie, bravo. Oui, l'autonomie, quoi d'autre? Il en manque encore trois à peu près. On a dit le langage, la motricité, l'autonomie. Bon, on passe. Bravo les filles. En tout cas, vous avez cité pas mal.
Donc, les premières années dans la vie d'un enfant auront un impact sur son développement. Ça, c'est un fait. Et chaque journée représente une grande aventure pour tous les enfants et encore plus pour les bébés. Chaque geste est important, que ce soit une caresse, un baiser, un sourire, une action, un moment privilégié qu'on passe avec l'enfant. Tous ces gestes soutiennent son évolution. Donc, dans ce cas, je me pose la question, comment l'accompagner dans son développement tout en respectant son rythme personnel et son rythme d'évolution? Avant toute chose, il y a des principes de base qu'il ne faut pas ignorer ou négliger lorsqu'on travaille avec la petite enfance. Donc, je donne un exemple. Par exemple, un électricien ne peut pas travailler sans couper l'électricité. Donc, il ne peut pas manipuler tous les fils sans couper l'électricité. Donc, il y a des principes de base dans chaque corps de métier. Et dans notre métier, il y en a 5 principes de base qui sont vraiment, vraiment très, très importants. Je vais les citer et puis après, je vais les définir un à un. Donc, l'enfant est unique. L'enfant apprend par le jeu. L'enfant est l'acteur de son apprentissage. L'apprentissage de l'enfant est global et la coopération avec les parents est très importante. Écoutez, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, ça fait plus de 12 ans que je donne les formations, mais c'est toujours en présentiel. Je regarde les personnes, je les écoute, je les sens, etc. C'est la première fois que je donne une formation en webinaire et puis c'est vraiment très, très difficile pour moi de regarder, de fixer une petite caméra que j'ai du mal à voir sans mes lunettes et puis de ne pas vous sentir. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi des encouragements, faites un petit 1 ou 2 ou je ne sais pas quoi, mais envoyez-moi toute votre énergie et toute vos encouragements. Bon. Oh, merci, merci Janine, merci Alima, merci, merci, merci. Bon, ça va me booster, ça va me donner pas mal de force. C'est pas évident, mais bon, on va passer à travers. On apprend, c'est une étape comme les enfants. Donc, l'enfant est unique. C'est quoi l'enfant est unique? L'enfant n'arrive pas dans un moule. L'enfant a des besoins et des intérêts totalement différents. Il se développe à son rythme. Il faut tenir compte de cette unicité lors de nos interventions éducatives, lors de nos observations, lors de notre planification. Toujours, l'enfant est unique. Il ne faut pas le comparer à son frère ou à un autre enfant. L'enfant est unique. Chacun vit une expérience différente et l'accumulation de ces expériences font que l'enfant est unique. Donc, le deuxième principe, l'enfant apprend par le jeu. Le jeu, c'est l'instrument par lequel l'enfant explore, découvre. Le jeu fait partie du processus d'apprentissage. Et le jeu aussi, il évolue en fonction de l'âge de l'enfant. Et dans le jeu, il y a un concept qui est très important, c'est le principe de plaisir. Si l'enfant n'a pas le plaisir, il ne va pas apprendre.
Et comme l'a dit si bien Pauline Kergomar. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez Pauline Kergomar? Une petite réflexion? Ah mon Dieu, la pauvre, c'est une grande pédagogue française. Elle est à l'origine de l'école maternelle. C'est elle qui a instauré dans les années 20 l'école maternelle et la pédagogie d'apprentissage pour les enfants. Donc, elle, sa définition du jeu, elle dit que l'enfant, le métier de l'enfant, c'est jouer. Donc, c'est son métier, c'est son métier. L'enfant de 0 à 5 ans, il ne fait que jouer, c'est son métier. Et même Piaget, qui est aussi un grand pédagogue, il a dit la même chose. L'enfant, son métier, c'est le jeu. Donc, on ne peut pas empêcher l'enfant de jouer. Quand il joue, il essaye, il explore, il découvre et il apprend. Donc, le troisième principe, c'est l'enfant est l'acteur principal de son apprentissage. Donc, si ça vient pas de lui, si c'est pas lui qui décide de ce qu'il veut faire et quand il veut faire, il ne pourra pas apprendre. Donc, il ne pourra pas apprendre. C'est lui qui décide. Mais c'est même, je peux donner l'exemple de nous, les adultes, quand on a un intérêt pour quelque chose, pour la cuisine, pour la couture, pour n'importe quoi, si on a un intérêt, on s'investit et on apprend. Mais si on nous impose, non, tu dois aller prendre des cours de cuisine, on nous oblige, bah, il n'y aura pas d'apprentissage. L'enfant ne va pas apprendre et il ne va pas s'approprier cet apprentissage qui est vraiment euh, très important. Donc l'enfant, il apprend, comme je l'ai dit, par intérêt et par action aussi. Il manipule à chaque fois qu'il joue, qu'il manipule, qu'il explore, qu'il expérimente, qu'il observe. Il imite les pères. Les pères, c'est les enfants comme lui. Donc, il imite les enfants. Il apprend à s'exprimer. Tout ça font de lui l'acteur principal de son apprentissage. Et puis, le quatrième principe, c'est l'apprentissage de l'enfant. C'est un apprentissage global. Global, ça veut dire que quand l'enfant joue, il fait appel à toutes les dimensions de son apprentissage. L'enfant, je donne un exemple, il fait appel à l'affectif, il fait appel au social, il fait appel au cognitif, il fait appel au langage, il fait appel au physique. Et toutes ces dimensions, ils sont interreliés. Je donne un exemple, un enfant qui joue avec les Legos. Donc, il prend un Lego et puis il prend l'autre et il va réfléchir comment l'emboîter. Donc là, il va travailler le cognitif qui est l'intellectuel, donc il va travailler ce côté à réfléchir et à essayer à faire plusieurs tentatives pour comprendre comment ça fonctionne. Il fait aussi appel à l'aspect social, parce que là, quand il monte sa tour, il est content. Il demande à ses amis, regardez ce que je suis en train de faire. Donc, il essaye d'interagir avec les autres, avec l'assistante maternelle. Regardez ce que je fais, regardez comment c'est beau. Et en même temps, il fait appel à l'affectif, parce que là, tout ce qu'il fait, il est heureux de sa création. Il est heureux de sa tour. Donc, ça va augmenter l'estime de soi de l'enfant et ça va renforcer la confiance en soi aussi. Et
Donc, le côté langagier, il va monter sa tour tout en parlant, tout en s'exprimant. Et l'aspect physique, plutôt l'aspect motricité fine, là, il essaye avec ses petits doigts de muscler ses petits doigts, de toucher, de les emboîter un à un. Et puis, donc, voilà comment l'apprentissage est global. Donc, quand l'enfant joue, surtout en jeu libre, surtout quand il joue en jeu libre, il, il fait appel à tout ça. Impossible que l'enfant puisse jouer et ne pas faire appel à deux ou trois aspects de ces dimensions. En général, s'il ne fait pas appel à ces aspects de dimension, ça veut dire que le jouet n'est pas bon, n'est pas parfait, comme les jouets que j'appelle presse-boutons, les voitures, n'importe quoi. Les enfants appuient sur le bouton et puis le jeu commence la voiture commence à rouler toute seule. Donc, ce jeu-là n'a aucun apport pédagogique ni apprentissage pour les enfants. Et le dernier point, et non le moindre, c'est la coopération avec les parents. Je sais, il y a des parents, on a des parents ce soir, on a des assistantes maternelles, mais notre travail, on doit pas se substituer aux parents. Le parent est le premier éducateur de l'enfant. Nous, on est là, on travaille avec les enfants pendant 2 ou 3 ans et après, c'est les parents qui continuent. Donc, c'est eux qui ont le dernier mot sur l'éducation de l'enfant. Mais pour que ça donne des résultats, il faut travailler en collaboration avec les parents. C'est très important pour le bien-être de l'enfant, pour le parent parce qu'il se sent qu'il s'investit dans l'éducation de l'enfant, il n'est pas mis à part. Parfois, certaines éducatrices, donc parfois certaines assistantes pensent que elles détiennent le savoir absolu, mais il y a le parent qui détient le savoir absolu. C'est lui qui est le parent, c'est lui qui connaît son enfant. Donc, nous, on doit travailler en collaboration. Et cette collaboration, comme je l'ai dit, elle rassure le parent, elle sécurise tout le monde aussi, même l'éducatrice. Et puis, ça crée un climat harmonieux de confiance et de respect mutuel. Et cette collaboration joue un rôle très important dans l'évaluation, l'épanouissement et le bien-être de l'enfant. Donc là, on arrive à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions sur ces principes de base? On peut parler de partage, mais là, partage de quoi? Le partage, on va en parler de ce qu'on découvre sur l'enfant, la coopération. Oui, c'est ça, oui, c'est bien dit. On partage les informations parce que quand même, l'enfant passe avec nous une grande partie de la journée, mais il passe pas mal de temps aussi avec les parents. Ils ont des observations, mais souvent, quand on partage nos informations, c'est le but, notre but, c'est d'aider l'enfant et de veiller au bien-être de l'enfant. Et en effet, le partage et la coopération sont très, très, très importants. On passe à la vidéo. Il n'y a pas d'autres questions. Je regarde. Bon, il n'y a pas d'autres questions. On passe à la prochaine slide. Bon. Et là, on va rentrer dans les différents domaines de l'éveil.
Bon, on les a cités tout à l'heure. Il y a l'éveil langagier, il y a l'éveil social, il y a l'éveil euh, cognitif qui est l'éveil intellectuel, il y a l'éveil de l'autonomie. Donc, on va les voir un à un maintenant avec toutes les différences et puis des explications. Donc, le premier éveil, c'est le développement sensoriel. Donc, à la naissance, l'enfant découvre tout ce qui l'entoure par ses sens. Et puis de cette découverte découlent des apprentissages très, très importants. Et au fur et à mesure, avec l'évolution du système nerveux, l'enfant commence à maîtriser les différents sens, et puis aussi avec le développement du système nerveux et l'aspect perceptif, parce que l'enfant, après, il va commencer à percevoir. Donc, l'éveil du bébé s'appuie sur la stimulation de ses sens. Et on va voir plus tard que ça commence très, très, très tôt. Excusez-moi, je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, après le développement sensoriel, donc essayer de fermer les yeux, d'imaginer l'enfant quand il naît, il découvre tout en touchant, en mettant à la bouche, etc. Et après, ça va être le développement affectif. L'enfant perçoit le monde à travers son lien affectif avec sa mère. Ça, c'est le premier lien d'attachement qu'il développe. Et cet attachement est vraiment, vraiment indispensable, primordial, d'abord pour sa survie, pour son épanouissement, parce qu'il s'identifie au regard que porte sa mère sur lui. Si la mère, elle porte un regard d'affection, de compréhension, d'encouragement, l'enfant se voit ainsi. Donc, ce lien chaleureux et rassurant de la mère ou de son éducatrice influence son développement affectif. Il se sent aimé, compris, rassuré, réconforté. Il développe facilement la confiance dont il aura besoin pour lui permettre de surmonter les défis de son quotidien. On sait qu'à cet âge, il y a beaucoup de défis à surmonter. Il peut aussi explorer son environnement. Il sait, comme il est rassuré, il sait que sa maman ou son éducatrice ne sont pas loin. Si jamais il a un problème, elles sont là pour l'aider. Et dans le développement affectif, l'enfant commence très tôt à exprimer ses émotions. Donc, comment il exprime ses émotions en étant nourrissant, donc par des pleurs, des cris, des sourires. Donc, il commence déjà très, très jeune à développer cet aspect affectif. Par la suite arrive le développement moteur. C'est la capacité du bébé à bouger son corps de façon spontanée au début. Là, quand il tend la main, c'est un geste vraiment spontané. Et puis petit à petit, ce geste devient contrôlé. Ces mouvements lui permettent d'acquérir le contrôle de sa mobilité, de son équilibre, de sa force musculaire et aussi de sa coordination. Cette coordination
va lui permettre d'apprendre au début à rouler, à changer de position sur le ventre, sur le dos, après à ramper, par la suite s'asseoir, se tenir debout, etc. Donc, il est important aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant est unique, de se rappeler que l'enfant se développe à son propre rythme. Il ne faut pas le comparer à la fratrie. Ah, mon aîné a marché plus tôt ou mon aîné a fait ça plus tôt. Non, chaque enfant est unique et chaque développement est unique. Il n'y a pas un... comment dirais-je, il faut respecter cette unicité et essayer de développer et de stimuler par des petits gestes ce défi moteur. Excusez-moi, je vais prendre une goutte d'eau. Le développement moteur. Donc, le bébé, à sa naissance, il est totalement dépendant de sa mère. Et quand il est à la garderie, dépendant de son assistante maternelle. Mais au moment où l'enfant commence à ramper, à marcher à quatre pattes et à décider tout seul de tenir tel objet, de jeter cet objet, on assiste à l'apparition de la quête d'autonomie chez le bébé. Et cette quête d'autonomie, elle durera plusieurs années. Donc, le développement moteur, qui commence, comme on l'a dit, par le début de la marche, et l'envie d'explorer, parce que l'enfant, quand il commence à marcher, et on le sait toutes, il essaye d'aller partout, il essaye de toucher à tout. Donc, dans ce périple, la maman ou l'assistante maternelle doit l'encourager et le rassurer. Il renforce ainsi sa confiance en lui et en son autonomie. Il ne faut surtout pas, par exemple, lui interdire non, ne va pas là-bas, essayer à chaque fois qu'il veut aller explorer quelque chose, on l'en empêche. Il faut s'assurer que l'endroit est sécuritaire et on laisse l'enfant aller où il veut. On est derrière lui, on l'observe. Du moment que tout est sécuritaire, il n'y a aucun problème. Et c'est à ce moment-là que le développement de l'autonomie, excusez-moi, se met en branle. Donc, notre rôle en tant qu'assistante maternelle et le rôle du parent, c'est d'aider l'enfant sur cette voie d'autonomie. Il apprend mieux seul. Il devient responsable. Il développe des compétences et ces compétences l'aideront dans sa vie dans sa future vie et même dans sa vie d'adulte, comme par exemple faire des choix et prendre des décisions. Et ça commence tôt avec l'autonomie. Donc, attends, je vais terminer le développement du langage, je vais terminer toute la série de développement et puis après, par la suite, je vais lire vos commentaires. C'est bon, là, vous suivez, vous n'êtes pas fatigué, est-ce que ça, faites-moi des petits coucous, faites-moi des signes pour me dire que vous me suivez, parce que moi, là, j'entends personne, je ne vois personne et c'est pas évident de suivre. Donc, des petits coucous, vous êtes là, vous me suivez? Bon, ok, des petits encouragements, d'accord.
Donc, le développement du langage, une fois que l'enfant a commencé à bouger, à marcher à quatre pattes, puis après à marcher, donc le développement du langage commence. Mais il commence très tôt. Le bébé est très actif dans la communication avec sa mère dès les premiers mois. Donc, nous, la plupart des personnes pensent que le développement du langage, c'est lié quand il va prononcer des mots. Mais non, le langage, c'est pas uniquement prononcer des mots. Le langage, c'est la communication. La communication, elle peut être verbale et non verbale. Donc, l'enfant, le bébé, commence avec une communication avec sa mère et cette communication, elle est non verbale. Il ne prononce pas des mots comme tels, mais cette communication non verbale passe par le sourire, les pleurs, la colère, les caresses, les gestes, la mimique aussi. L'enfant, le poupon, le bébé, s'intéresse très tôt au langage. Il commence par gazouiller, puis après babiller, et aussi le fait qu'il montre du doigt certains objets, ça c'est une forme de communication et de langage. Et tous ces petits gestes sont des prémices pour l'apprentissage des premiers mots, puis des premières phrases. C'est pour cette raison qu'il faut stimuler le langage très tôt. Comme on l'a dit, par les gestes, en tout cas, par exemple, lire des histoires aux enfants, leur parler, les enfants, ils comprennent tout, leur parler, lire une histoire, leur raconter des choses. Moi, personnellement, comme mon fils était bébé à 4 mois et je devais le faire garder pour 1 heure ou 2, donc je lui parle. Je lui dis, écoute, je vais m'absenter. Il va y avoir une amie qui va le garder pendant 1 heure ou 2. Puis souvent, les gens me disent, mais tu lui parles, il ne comprend rien. Mais non, c'est pas vrai. Il comprend, il sent, il interprète. Donc, c'est sans d'infantiliser les enfants. Ils comprennent tout. Et plus on commence tôt à parler avec lui, à lui lire des histoires, à mettre des cassettes, à lui faire écouter des chansons, etc. Et plus le passage au langage, ça va être beaucoup plus facile. Donc, après le langage, le développement social, une fois que l'enfant commence à parler, là, il va interagir avec les autres de façon maintenant verbale. Tout à l'heure, c'était une communication non verbale. Avec l'acquisition de la communication verbale, l'enfant va développer des aptitudes d'établir des échanges aimables avec les pères, avec sa mère, avec son assistante maternelle, avec la fratrie. À la naissance, le bébé est en relation avec ses parents et cette interaction façonne sa personnalité et influence son développement social. Quand il gazouille et la maman essaye de lui répondre, donc là, ça influence sa personnalité, il a confiance en lui et il se sent encouragé pour continuer. Donc, le parent et l'assistante maternelle ont un impact sur la relation harmonieuse et positive avec l'enfant. Donc, une fois que l'enfant apprend à interagir avec les autres, là vient
le développement cognitif, qu'on appelle aussi le développement intellectuel. Mais là aussi, le développement intellectuel commence très tôt chez le nourrisson, même avant la naissance. L'enfant reconnaît la voix de sa mère. Il ressent ce qu'elle éprouve. Certaines mères font écouter des musiques à leur bébé dans le ventre, puis l'enfant reconnaît cette musique. Il reconnaît aussi la voix de son père. Donc, il prend, et dès le premier jour, ce processus de développement intellectuel chez l'enfant se déclenche. Et il se base sur ses facultés sensorielles. Et il prendra conscience de tout son environnement, de tout ce qui l'entoure et de l'effet action-réaction. Les bébés apprennent ça dès la naissance. Action, réflexion. Le bébé a faim, il pleure, on lui donne le biberon. Le bébé a la couche souillée, il pleure, on lui change la couche. Là, vraiment, c'est très, très, très intéressant de comprendre ça, que l'enfant, intellectuellement, ça commence très, 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 très tôt, par l'action, réflexion. Donc, après, il fait des expériences avec les objets qui l'entourent. Il les touche, il les met à la bouche et il découvre les liens aussi de cause à effet. Donc, par exemple, il prend le hochet, il bouge la main, ça fait du bruit. Donc, ça, c'est cause à effet. Et cause à effet, ça dépend du développement intellectuel de l'enfant. Donc, ça commence très, très tôt. L'enfant, le bébé, ne fait pas que manger et dormir. Il apprend tout ça dès les premiers jours. Donc là, c'est la période des questions. Je vais voir un peu vos interventions. Donc, super. Merci, Janie. C'est pas grave, Joël. Donc, je suis attentive à ce que vous dites. Naël, bravo. C'est super. Merci, Catherine. C'est intéressant. C'est vrai, c'est super important pour muscler tout ce qu'il aura besoin dans son langage. Oui, parlons au bébé normalement. Ben oui, il ne faut pas les infantiliser, maman, coco, popo, toto. C'est ridicule, il faut utiliser les vrais mots. Zut, c'est dommage. Ah, je ne sais pas pourquoi tu dis c'est dommage, Catherine. La formatrice est passionnée. Merci, Catherine. Oui, je suis passionnée. Je suis passionnée depuis 22 ans. Pas de questions, c'est génial. Le carré, pour carré, qui n'a pas le son, vous avez la voix qui chante. Oh, merci, mais je chante vraiment très, 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 très mal et très faux surtout. Très faux. D'accord, maintenant les filles, une fois qu'on a bien compris les principes les principes importants en petite enfance et qu'on a à peu près survolé les différents aspects du développement, là maintenant, comment stimuler l'éveil de l'enfant? Donc là, c'est une question que je vous pose. Comment on passe à l'étape de la stimulation? Donc, j'essaye de voir vos réponses. Donc, l'interaction. OK. Et quoi d'autre?
Bon, allez-y, je vous donne encore une petite minute de réflexion. Bon, on passe aux choses importantes. Oui, lecture, chanter, lui parler. Oui, mais bon, je vais répondre à ça. Par exemple, euh, lecture et cantine. Quel aspect du développement on va soutenir? On va soutenir le langage. On va soutenir possible l'intellectuel, mais c'est tout. En chantant, on ne va pas soutenir la motricité globale. En chantant, on ne va pas soutenir l'aspect social. On ne va pas soutenir l'aspect affectif. Donc voilà, j'ai répondu. Chanter aussi, donc chanter, euh, oui, nous mettre au diapason. Mais c'est vrai, parce que là, il faut connaître les bases de la pédagogie de la petite enfance pour pouvoir travailler. Et quand on connaît tout ça, après, on travaille de façon relaxe, on travaille de façon professionnelle. Et même quand on parle aux parents, on impose le respect par notre professionnalisme. Laisser jouer librement l'enfant en évitant de l'interrompre. Posture soutenante. Oui, mais tu vas soutenir quoi? Laisser le jeu librement. Comment tu vas le soutenir en le laissant jouer librement? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ces lignes-là qui ressortent. Je ne sais pas d'où est-ce que j'ai dû appuyer sur un truc. En tout cas, désolé. Bon, comment stimuler? On passe par l'observation. L'observation, je vous donne la définition du petit Robert ou grand Robert ou du petit Larousse ou grand Larousse. L'observation, c'est l'action de considérer avec une attention suivie, que ce soit la nature, l'être humain, la société, afin de mieux les connaître. Donc, j'ai mis en gras, c'est attention et mieux les connaître. Donc, on doit observer l'enfant et observer tous les aspects de développement qu'on a cités tout à l'heure pour apprendre à connaître l'enfant, où est-ce qu'il est arrivé dans son développement. Donc, l'observation, c'est vraiment très, très important. Et l'observation, ce n'est pas observer pour observer. Il faut derrière une observation qu'il y ait un objectif. S'il n'y a pas d'objectif éducatif, il n'y a pas d'observation. Donc, on a dit que l'observation nous permet d'apprendre à mieux connaître l'enfant et après mieux le connaître. Et alors, on s'arrête là? Non, on va élaborer des pistes d'intervention pour l'aider d'aller du point A au point B, que ce soit au point de vue intellectuellement, que ce soit socialement, que ce soit au point de vue du langage, que ce soit au point de vue de motricité fine, motricité globale. Tout ça, l'observation, on doit observer chaque aspect différemment et élaborer des pistes d'intervention. Donc, oui, là, observer et prendre des notes en étant le plus objectif possible. On va en parler de ça. Voilà. Donc, l'observation, c'est un processus et il se compose de 3 étapes. La première étape, c'est observer. Mais avant de commencer ces étapes, il faut avoir en tête un objectif pédagogique.
pas d'objectif, pas d'observation. On doit observer un aspect spécifique. On ne peut pas observer tout. Bon, on va rentrer dans la définition de l'observation dans le diapo suivant. On observe et après, on récolte des informations, on analyse ces informations et après, on planifie pour intervenir. C'est ça l'observation. Bon, après, voilà. Donc, l'observation, j'ai mis là, j'ai choisi exprès cette loupe, parce que quand on observe, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'observe pas globalement. On ne peut pas observer globalement. On observe, comme je l'ai dit, aspect par aspect. Que se passe-t-il? On observe quoi? Et puis, ce qu'on doit observer, c'est des faits. C'est des faits quantifiables et observables. Et on observe aussi des situations à un moment donné, dans un lieu donné. On peut observer aussi l'enfant, un aspect bien précis de son développement. On peut observer l'interaction de cet enfant avec les autres enfants. On observe l'interaction de cet enfant face à son environnement physique, comment il interagit avec les jouets, avec les activités. On observe aussi les jouets. On a acheté un jouet et puis il n'intéresse personne. Donc, on peut planifier une observation et regarder, bon, ce jouet que j'ai acheté parce qu'il m'a plu, mais bon, j'ai l'impression qu'il n'intéresse pas les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment enrichir ce jouet par d'autres activités, pour essayer d'attirer l'enfant vers ce jeu. Donc, l'observation, elle est immense. Donc, il faut toujours se poser la question, quoi? On observe quoi? Et après cette observation, on a décidé quoi observer et on a observé, récolté les informations. Donc là, on s'assoit avec soi-même et on commence la période d'analyse. Et l'analyse, comme je l'ai dit, c'est examiner les faits. Qui, que, quoi, comment, quand, où, pourquoi. Donc, tout ça nous permet d'analyser l'observation qu'on a fait et aussi établir des liens. Ah, tiens, moi je vois que cet enfant, il a ce comportement quand un autre enfant est à côté de lui. Quand, je ne sais pas, moi, Isabelle est à côté de Félix, il n'y a aucun problème, mais dès que Jonathan arrive à côté de Félix, bon, le comportement de Félix change et tout ça. Donc, établir des liens sur toutes les informations qu'on a pu récolter. Et puis après, on ne détient pas le savoir absolu. Et puis, pourquoi on ne détient pas le savoir absolu? Parce que l'enfant est unique. Et quand un enfant est unique, donc, on fait des synthèses. OK, moi j'ai observé ça. OK, première synthèse, je pense que. Deuxième synthèse, synthèse, c'est nos suppositions, nos réflexions. Et en fonction, peut-être la première réflexion est bonne, on a établi un plan d'intervention et ça a marché, c'est génial. Mais peut-être la première n'a pas marché, on essaye la deuxième hypothèse. Peut-être qu'elle ne marchera pas, peut-être qu'elle marchera. Sinon, on passe à la troisième hypothèse.
c'est ça l'observation et l'analyse. On n'a pas les réponses définitives et absolues. C'est toujours essai-erreur, essai-erreur. Et ça, toutes les assistantes maternelles doivent être sensibles à ça. Donc, une fois qu'on a analysé et qu'on a émis des hypothèses, vient le temps d'intervenir. Comme on a dit, l'observation, derrière l'observation, il y a une réflexion et une intervention pédagogique. S'il n'y a pas cette intervention pédagogique, ce n'est pas une observation. Donc là, on a les faits, on a présenté nos hypothèses et puis et on commence à intervenir, que ce soit pour soutenir l'enfant, le stimuler ou évaluer son processus de développement. Et après vient, bon, en tout cas, c'est la même chose, émettre des synthèses. Quand on émet une synthèse, 3-4 synthèses, et puis on essaye de planifier des activités, et puis pour chaque synthèse, on planifie des objectifs à atteindre. Ces objectifs, comme je l'ai dit, peuvent être atteints. Si c'est atteint la première synthèse, c'est bon. Sinon, on passe à la deuxième synthèse, on formule des objectifs, on formule des actions et on passe, et ainsi de suite. Normalement, une bonne observation, on peut supposer 2-3 hypothèses et puis ça va être bon pour planifier une bonne intervention. Donc, je vais voir les questions. Est-ce que vous avez les questions? Les questions doit s'adapter à son évolution. Et surtout, nous devons aussi jouer. Ben oui, en tout cas, moi, personnellement, quand je cherche une assistante pour m'aider, la première question que je lui pose et que je lui demande, là, je suis intransigible dans ça, tu dois jouer. Si tu ne joues pas, tu n'as pas ta place avec nous. Je joue, plus tu joues avec les enfants et plus tu fais la folle et plus ils sont heureux et plus ils apprennent. Donc, nous devons nous mettre à son diapason à 4 pattes. Oui, à 4 pattes, on doit se mettre au niveau du regard de l'enfant. Si l'enfant a 2 ans, à 4 pattes, non, il faut toujours être au niveau du regard de l'enfant. On s'abaisse et on demande à l'enfant de nous regarder et on le regarde et c'est comme ça qu'on communique de façon chaleureuse, de façon bienveillante, mais on le regarde dans les yeux. Donc, oui, le laisser jouer librement en évitant de l'interrompre, mais en adoptant une... Bon, ça, je l'ai lu tout à l'heure. Se mettre à la hauteur, oui, c'est ça. Devant revenir des enfants tout en étant adulte, c'est vrai. C'est vrai, encourager par des regards positifs et des encouragements. C'est ça l'encouragement. Connaître les positions naturelles du corps pour guider l'enfant dans son stade de développement. Ben, en effet, c'est ça. On ne peut pas aider l'enfant sans connaître les différents stades de développement de l'enfant. Il y a le stade, je ne sais pas si vous connaissez Piaget. Piaget, c'est un grand pédagogue suisse. C'est lui qui a découvert les différents stades de développement. Et on peut pas travailler sans connaître le stade de développement de l'enfant. On ne peut pas. Oui, c'est Catherine qui dit, sans observation, on ne peut pas savoir de quoi l'enfant a besoin. C'est sûr, on n'apprend pas à le connaître, ce qu'il a besoin, quels sont ses intérêts aussi. Ce n'est pas uniquement le besoin. Le besoin, oui, mais il y a aussi l'intérêt. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il veut apprendre. On voit, il y a un terme
mon Dieu, un grand pédagogue de la théorie socio-constructiviste. Moi, c'est la théorie que je prône dans mon service. Lui, il dit qu'il faut connaître l'enfant dans sa zone de développement proximal. C'est quoi la zone de développement proximal? Ça veut dire, on observe et on voit l'enfant, il est prêt à marcher. Il se lève, il se tient à une chaise, donc là, il est prêt. Donc là, on voit qu'il est prêt, on va le soutenir, mettre plusieurs chaises l'une à côté de l'autre, la table, de façon à ce que l'enfant commence à bouger, il se tient la première chaise et puis après il essaye de se soutenir avec la table et ainsi de suite parce que l'enfant est prêt. Et nous, l'observation, quand on maîtrise les différents stades de l'observation, on sait que l'enfant est prêt. C'est la même chose pour les toilettes. L'enfant, on sait quand est-ce qu'il est, quand il est prêt pour la propreté. Et là, on commence à le soutenir. Mais si en observant, il n'est pas dans sa zone de développement proximal, on ne peut rien faire, rien qu'à continuer à l'observer. Et puis, dès qu'on voit un premier signal, c'est là qu'on intervient. Donc, apprendre et prendre des notes en étant le plus objectif possible et s'adapter à lui. Oui, on doit être objectif et on ne doit pas porter de jugement aussi. Parce que là, il y a des termes où ça porte des jugements. Ah, l'enfant est paresseux. Non, non, il faut observer. C'est comme si on prend une photo, on décrit les faits, on observe les faits et non ce qu'on pense. L'enfant, on pense que l'enfant est triste, on pense que l'enfant est heureux, on pense que l'enfant est malheureux. Tous ces termes sont des termes de jugement. C'est pas des termes objectifs. Donc nous, c'est comme on prend une photo, on voit la petite fille qui sourit, on dit elle sourit. Là, les termes, ils doivent être compris de la même manière par tout le monde. Mais si je dis elle est heureuse, bah, moi, la définition de bonheur et une personne heureuse diffère d'une autre personne. Mais quand je dis l'enfant sourit, tout le monde s'entend sur cette explication. L'enfant sourit, l'enfant pleure. On n'a pas à dire l'enfant est triste ou etc. Non, l'enfant pleure. L'enfant, elle est dans la lune. Dans la lune, pour moi, ça a un sens. Pour une autre personne, ça a un autre sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser des termes que chaque personne peut comprendre sans qu'il y ait une interprétation. Donc, nous adoptons que si nous avons besoin, nous avons bien observé sans jugement. Oui, en effet, c'est ça, Catherine. Donc là, c'est ce que je parlais du jugement. Il doit y avoir aucun jugement. Je fais tous les jours ça et c'est génial quand on trouve des solutions, ce qui fait la richesse de nos journées. Ben oui, c'est sûr, l'enfant adore ça, mais les solutions, ben, ça dépend de quelle solution. Mais en général, en éducation, comme c'est un processus, c'est pas on clique des doigts ou on fait un geste et la solution arrive. C'est de la réflexion, c'est émettre des hypothèses, essayer, etc. Donc, c'est tout ça qui est important. Comme moi, j'ai posé à quelques assistantes maternelles, est-ce que vous planifiez? Mais tout le monde était choqué du mot planification. Mais c'est quoi le sens de planification? En tout cas, j'ai écrit un article que je mettrai demain dans le groupe L'éveil de l'enfant, où ça parle qu'on a besoin de planifier. On peut pas, on planifie tout dans notre vie. On va faire nos courses, on planifie notre retraite, on planifie nos vacances, on planifie. Donc pourquoi ne pas planifier le soutien?
et des activités. Et quand je dis activités, c'est pas des activités dirigées, c'est pas des activités de bricolage. Donc là aussi, ce mot-là, activité, ça me dérange un tout petit peu parce que la signification, elle est erronée pour la plupart des éducatrices. Donc, savoir les laisser s'ennuyer. Ah bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Joël. Les enfants, en tout cas maintenant, les parents programment tout pour eux. L'enfant, il n'arrive pas il ne laisse pas l'enfant s'ennuyer. Et quand on dit que l'enfant s'ennuie, il faut le laisser s'ennuyer parce qu'en s'ennuyant, il va développer la créativité, il va développer la réflexion, il va développer des activités. L'enfant, quand on le laisse seul, il trouve toujours quelque chose. Et puis les enfants, ils peuvent jouer avec n'importe quoi. C'est pas les jouets qui coûtent 100 euros, 150 euros qui sont les plus importants. Parfois, des choses fabriquées par l'enfant ou créées par l'enfant donnent beaucoup plus de plaisir que, donc, jouer avec les enfants longtemps, bien expliquer, très bien expliquer cette zone de développement proximal. Merci Catherine. C'est là où l'observation vient nous aider. Comment l'accompagner dans leurs émotions? Si on a, non, ça c'est des termes. Moi, je dis quand on prépare, quand on fait une observation, on ne doit pas, les notes qu'on prend, mettre triste, heureux et tout ça. Mais c'est autre chose quand on apprend aux enfants les émotions, la gestion des émotions et tout ça. On montre une image d'un enfant triste, on imite l'enfant triste, on commence à pleurer, puis les enfants adorent faire des mimiques et tout ça. C'est là, avec les enfants, on leur explique à partir d'images et tout ça. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est les termes qu'on utilise lors de l'observation. Parce que ces termes-là, on peut donner notre observation aux parents et il ne va pas y avoir de quiproquo. Pour lui, ah, l'enfant sourit, l'enfant est tombé, l'enfant, il n'y a pas une mauvaise interprétation. Mais quand on travaille les émotions, on cite les termes. Ça, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Excusez-moi si c'était pas clair, mais bon, j'espère que c'est plus clair maintenant. Donc, absolument d'accord pour les termes non interprétés, surtout que l'enfant écoute et comprend tout au premier degré. Oui, oui. Et puis aussi, notre travail, souvent, faire parler l'enfant. Moi, j'adore quand l'enfant est en jeu libre, je m'assois à côté de lui et je pose des questions ouvertes, parce que là, les questions fermées, c'est oui ou non, la réponse. Mais questions ouvertes, on invite l'enfant à parler, à s'exprimer. Et souvent, quand on observe un comportement inadéquat, l'enfant, il a interprété à sa manière cette information qu'il a reçue. Et parfois, cette information est erronée, comme souvent, un exemple que j'ai vu, l'enfant, quand ses parents se séparent, ils se sentent toujours responsables. Mais si on ne l'amène pas euh, à parler de ses sentiments et à décrire ce qu'il ressent, il va vivre avec cette culpabilité qui, en fin de compte, n'est pas une réalité, c'est son interprétation. Et c'est pour cette raison quand un adulte va voir un psy, et souvent, le problème est lié à la petite enfance, une mauvaise interprétation que l'enfant a fait, qu'il a mis dans un tiroir et il a fermé ce tiroir et son subconscient a fait le reste. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler aux enfants, les aider à s'exprimer
Et si vraiment il y a une interprétation qu'il a, une situation qu'il a mal interprétée, il faut en discuter. Moi, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi. Il parlait avec son copain, il disait, moi, j'ai pas de père. Donc, et c'est vrai, bon, sa mère est monoparentale. Et puis ça m'a vraiment fait mal. Je me dis, mon Dieu, il faut qu'on rectifie ça parce que c'est pas normal. Il va vivre avec ce fardeau sur le dos. C'est trop pour un petit enfant. Et puis je lui ai dit, mais non, c'est pas vrai, tu as un père, on a tous un père. On a tous un père, tu ne le connais pas, mais tu as un père. Et quand sa mère est venue, je lui ai fait part de cette conversation qu'il a eue avec l'enfant. Et puis après, bon, je ne voulais pas m'adresser directement à lui. Ben, j'ai pris cette idée, puis on a fait une conversation de groupe. Ah, moi, j'ai un papa, il s'appelle un tel, et toi, tu as un papa, il s'appelle un tel. Et quand c'est venu son tour, il s'est arrêté, je dis, bah oui, tu as un papa, tu dois demander à ta maman comment il s'appelle, tu as un papa. Et après, j'ai parlé à la maman, elle me dit, waouh, merci, merci, merci. Et puis, après, en rentrant à la maison, elle lui a parlé de son père, elle lui a montré la photo, et, euh, et voilà, c'est des situations comme ça qu'on doit être toujours aux aguets pour que l'enfant ne puisse pas enregistrer des fausses interprétations, parce qu'ils ont des interprétations oui, c'est voilà l'interprétation. Donc c'est important de ne pas interpréter pour arriver à une conclusion juste à l'observation. Ben oui, c'est sûr, parce que si on interprète, ça y est, c'est comme si on a trouvé la solution. Non, la solution, chaque enfant est unique et chaque solution est unique aussi. À cette fâcheuse à interpréter, il est important de saisir que c'est un peu comme les étiquettes. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, les étiquettes, mais même l'enfant, il se les met, les étiquettes tout seul. Puis les enfants, entre eux, ça discute, parfois, c'est pas très, très, très chaleureux. Mais moi, dans mon service, j'essaye dès le jeune âge, les enfants, tu dois respecter ton ami, tu dois écouter ce que ton ami dit, même si tu n'es pas d'accord avec lui, ce n'est pas grave. Même si toi tu dis quelque chose et lui il n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais tu dois l'écouter et respecter ce qu'il dit. Et donc là, c'est vraiment très très important et ça se travaille très 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 tôt. Nous, quand on a une conversation et tout ça, bon, j'explique les consignes aux enfants. Bon, les amis, on va discuter. Vous avez choisi tel sujet. On va discuter, mais vous savez, la consigne, chacun parle et quand il a terminé, il dit aux autres, bon, moi j'ai terminé et les autres peuvent continuer. Et ça marche, ça marche, ça marche. On leur apprend ça dès le début. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Bon, écoutez, là, vous n'avez pas d'autres questions? Il y a aussi le bâton de parole. C'est vrai, on peut le faire. Ça, c'est une approche un peu amérindienne, là, le bâton de parole. Je l'utilise, mais parfois les enfants sont jeunes. Mais moi, j'essaye de les sensibiliser à décider. Bon, moi, lui, il décide, ah, j'ai terminé. J'ai plus rien à dire, j'ai terminé. Et puis après, l'autre, il peut parler. Donc, oui, le bâton de parole, on les utilise pour les adultes, c'est extraordinaire. Donc, voilà, voilà. Maintenant, écoutez, quand il n'y a plus de questions,
Écoutez, là, j'aimerais bien vous remercier pour votre attention et pour vos interventions. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, mais ce n'est que vraiment un survol, mais avec un survol, on ne peut pas apprendre beaucoup de choses. Mais par exemple, en tout cas, pour celles qui, euh, qui veulent s'inscrire à une formation qui dure 40 heures, peuvent rester et continuer avec moi. Pour les autres, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre présence, pour vos encouragements et pour tout. Donc, un grand, 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 grand merci. Merci. Et puis, on doit se soutenir, on doit devenir de plus en plus professionnel et puis s'imposer. Quand on est professionnel, le parent nous respecte et puis on peut avoir des inscriptions et on peut travailler dans la joie et la bonne humeur. Donc, pour toutes celles qui ne vont pas continuer avec nous, qui ne veulent pas approfondir, ben, je vous dis bye et je continue avec les personnes qui veulent suivre la formation. Donc, comme je l'ai dit, on a fait un petit survol de l'éveil, les différents domaines de l'éveil, l'observation, la planification. Donc, bon, mon Dieu, je me répète, là, c'est l'Alzheimer. Pour celles qui veulent approfondir le processus et la réflexion de l'éveil, qui est la base de notre métier, je vous offre une formation de 40 heures. Cette formation, elle est d'une valeur de 1326 euros et quelques poussières. Mais moi, je ne vais pas facturer les 45 heures. Vous allez avoir 40 heures, mais moi, je vais facturer que 30 heures et ça sera 995 euros. Pour les personnes présentes dans cette formation, je vous offre une réduction de 50%, soit 497 euros et 5. Donc, vous avez la possibilité, que ce soit un seul paiement ou 3 paiements. Mais le montant de cette offre est d'une durée limitée. Donc, j'offre un bonus pour celles qui paieront en une seule fois. Un coaching, mis à part la formation, je vous offre un coaching de 30 minutes par semaine. Donc, moi, je charge les coachings à 350 euros la demi-heure, soit 1750 la valeur de ces coachings. Pour vous, c'est zéro. Je vous offre un abonnement d'une année à EducaKit d'une valeur de 59 euros, donc qui vous revient à zéro. Donc, la valeur monétaire de cette formation, c'est 2804 euros. Mais pour vous, ça vous revient 497, mon Dieu, je ne sais même plus lire, euros. Donc, et pour celles qui veulent payer en 3 fois, la formation totale, le coût est de 1000,54 € et ça vous revient à 166 euros en 3 paiements. Donc, avec EducaKit, comme je vous ai dit au début, que j'ai essayé d'amasser toutes mes activités pédagogiques qui stimulent le développement sensoriel, langagier, créatif, social, affectif et physique. Et tout, mon Dieu, bon, c'est la fatigue. Et j'ai fait et toutes ces activités pédagogiques, elles sont inspirées du modèle américain ISCOP,
IceCop, c'est un modèle. Il y a eu un grand chercheur qui a commencé des recherches en prison pour voir la violence chez l'adulte. Après 1 ou 2 ans de recherche, il s'était dit non, c'est pas dans les prisons, c'est un peu avant. Donc, il a fait après une autre recherche longitudinale chez les adolescents. Et puis après, il s'était dit non, c'est pas ici. Et ce qui l'a amené à la petite enfance. Il a monté en tout cas ce groupe iScope, ils ont monté un programme dans les années 62 dans une zone défavorisée à Chicago où les enfants, il y a un taux de criminalité juvénile très élevé, des filles enceintes à 12 mois, à 12 mois, à 12 ans, des enfants criminels à l'âge de 12 ans, 13 ans. Donc, ils ont créé un programme éducatif pour la petite enfance et ils ont suivi ces enfants une étude longitudinale sur 40 ans et ils ont observé que les enfants qui ont été bien soutenus très jeunes et bien stimulés ont développé une confiance en soi, ont développé un lien affectif, la confiance en soi, l'estime de soi, très très important et qui les a éloignés de mon Dieu, délinquance juvénile. Et le programme éducatif québécois, c'est basé sur iScope pour élaborer son propre programme et bien sûr en essayant de l'adapter à la société québécoise parce que bon, chaque société, ils ont des critères totalement différents. Donc, moi, je me suis basée sur ce modèle pour élaborer mes activités. Et je précise, mon Dieu, je suis allergique au mot activité, c'est des activités éducatives, c'est pas du bricolage, s'il vous plaît. Moi, je suis allergique au mot bricolage parce que la plupart des bricolages sont faits par l'éducatrice. C'est tellement beau, tellement bien, tellement... Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il a appris? Il n'a rien appris. Donc moi, quand il m'arrive de faire du bricolage, bah, je donne les médiums aux enfants. Je peux leur donner un modèle, mais c'est à eux de décider de faire ce qu'ils veulent. Je laisse libre cours à leur imagination et à leur créativité. Et moi, pour moi, c'est très, très, très important, la créativité, parce que la créativité, elle prépare euh, les enfants à la résolution de problèmes. Parce qu'un enfant à qui on a inculqué très tôt la créativité, face à un problème, il ne baisse pas les bras. Il a essayé il a fait un premier essai, ça n'a pas marché. C'est pas grave, il y a un deuxième, comme on dit, le plan A n'a pas marché, il y a encore 24 lettres d'alphabet pour que ça marche. Donc, le plan A n'a pas marché, on essaye le plan B, le plan C, D. Il peut trouver la solution au plan A comme il peut trouver la solution au point Z. Donc, et ça nécessite un esprit créatif. Donc, pour celles et ceux qui veulent s'inscrire, donc je ne sais pas, je vais essayer de mettre le lien. Je vous souhaite de passer une bonne soirée
et de vous dire à la prochaine. Bye.